étaient tous là, Belges, Hongrois, Roumains et Français. Depuis plus d'un an, ils ont appris à se connaître, à s'estimer et à s'écouter. Ensemble, ils échangent leurs expériences, leur savoir-faire et leurs attentes. Réunis au sein du projet européen Eugenia, qui cherche à favoriser un axe de développement Est-Ouest, les 4 partenaires préparent en quelque sorte l'arrivée des pays de l'ex-bloc communiste dans l'Union européenne. Cette rencontre interrégionale s'est tenue à Cheili, petite ville de 3300 habitants, aux confins sud-ouest de la Hongrie. Nous sommes dans le département de la Baranya, aux portes de la frontière croate. L'idée de cette transversalité européenne plonge ses racines dans la solidarité, née au lendemain de la chute de Ceausescu en Roumanie. Qu'est-ce qui a provoqué la création du projet Eugenia? En fait, il démarre de Roumanie sur une coopération très ancienne avec les villages roumains. Je dirais différents partenaires se sont penchés sur le sujet du développement territorial à la fois en Roumanie mais aussi dans les autres pays européens. Et de là, en fonction des contacts entre des individus, eh bien, est né le projet Eugenia. Le projet Eugenia s'est d'emblée inscrit dans le long terme puisqu'il porte le sous-titre d'Observatoire interrégional de diagnostic et d'action territoriale. Qui dit observer dit durer, le diagnostic renvoie à la constatation et la compréhension mutuelle et l'action symbolise le caractère dynamique du projet. Inutile de préciser qu'Eugenia évolue et s'étoffe au fil des rencontres. Je pense que sans les rencontres d'homme à femme, de femme à femme, d'homme à homme, rien ne se construirait. C'est vraiment dans le dialogue, dans le discours, je dirais dans le long terme que se construisent effectivement les réalités de demain au niveau de l'Europe. Malgré les difficultés de la langue parfois? C'est vrai que c'est une des principales difficultés que nous rencontrons. Nous avons fait le choix de prendre le français comme langue officielle du projet. C'est un choix qui a été peut-être un peu dicté par la fainéantise qu'ont certains francophones d'apprendre d'autres langues. Il se fait que moi je parle le roumain, mais le hongrois est une langue beaucoup plus compliquée à apprendre. Par quelques mots, j'ai quelques difficultés. Se pose aussi le problème culturel. Chaque pays, chaque région possède son histoire et son vécu propre. Et là aussi, un langage commun doit être dégagé. Donc ça veut dire qu'on doit s'expliquer, on doit prendre le temps justement de s'expliquer mutuellement quels sont les mots, enfin quelle est la signification des mots qu'on emploie. Mais globalement, je pense qu'on travaille sur les mêmes problématiques et on est conscient des mêmes difficultés que nous rencontrons sur nos différents terrains. Et donc, c'est important justement que des cultures, des traditions, je dirais des personnes jettent un regard croisé sur ce que les autres font. C'est essentiel. L'enrichissement va dans les deux sens. Absolument. Je pense que ça, c'est fondamental. Dans nos pratiques à nous, aujourd'hui, le regard des pays d'Europe centrale sur notre manière de travailler, avec nos moyens extrêmement conséquents d'intervenir en matière de développement local, par exemple, repose certaines questions fondamentales. Concrètement, à intervalles réguliers, les partenaires se rencontrent lors d'un GTI, groupe de travail interrégional. Durant 2 jours, des ateliers à thème accueillent matin et après-midi les participants. Un mois et demi avant, généralement en région wallonne, on se rencontre et on fait tout un planning sur le travail préparatoire et les ateliers qui vont se dérouler durant cette période en Roumanie. Alors les ateliers sont choisis en fonction des réalités territoriales de chacun ou du pays visité? Alors la priorité de départ, c'est de travailler et aider notre partenaire qui reçoit, mais chacun a un travail préparatoire sur la réalité, ce qui se passe sur son propre territoire. On fait en sorte que le terrain nous alimente la théorie. Mobilisation des acteurs locaux et des partenaires, formation, emploi, qualification ou encore le goût comme élément du patrimoine sont au centre des débats. Marie-Hélène Durdu, animatrice du parc naturel des Plaines de l'Escaut, a développé une thématique qui a particulièrement intéressé les partenaires hongrois, les nouvelles filières agricoles et les nouvelles formes d'organisation du travail. Les premières constatations, on s'en doutait déjà au départ, c'est qu'il y a quand même un grand écart entre l'expérience des pays occidentaux de l'Europe et les futurs pays qui sont en projet de nous rejoindre.
Mais ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir échanger et de pouvoir apporter une vue de l'agriculture européenne pour les pays de l'Europe de l'Est, qui se font parfois aussi une idée peut-être fausse de l'agriculture européenne. Est-ce que les Hongrois sont ouverts et avis de ce genre de connaissances? Oui. On remarque qu'il y a quand même un grand besoin de communication et d'échange avec la Roumanie et la Hongrie comme ils sont ici concernés, notamment en ce qui concerne les coopératives agricoles et les groupements d'employeurs, en tout cas la mise en commun d'un savoir-faire, d'un travail, que ce soit au niveau agricole ou au niveau d'une filière globale au niveau de l'agriculture. La commune hongroise de Chelyi est située dans l'Ormanság, une région qui n'a connu qu'un très faible degré d'industrialisation. Ce handicap économique, les Hongrois ont décidé de le transformer en atout. Dans un environnement particulièrement sauvegardé de la pollution, c'est la cueillette et la culture de plantes médicinales et d'épices qui s'imposent comme nouvelle filière agricole. Nálunk a cél az, hogy egy mezőgazdasági integrációs vonalon elinduljunk. Le but est de démarrer un projet d'intégration agricole, ce qui signifie qu'il faut que nous changions nos structures en matière d'exploitation, afin que les nouveaux propriétaires et les nouveaux agriculteurs puissent progresser économiquement, par le biais notamment de l'exploitation de plantes médicinales et aromatiques. Parce que s'ils s'obstinent dans la voie des cultures traditionnelles à grande échelle, ils ne pourront pas en vivre. Dans l'unique rue de ce petit village, l'unique épicerie qui fait aussi office de bar tabac. Son unique tenancier, c'est Sándor. Pour faire fonctionner son affaire, mais aussi pour améliorer le quotidien de ses pairs, il procède à la collecte de plantes médicinales. Pour les villageois, pas d'investissement. Il sélectionne ce qui pousse dans la nature, orties, feuilles de noyer, gui, camomille, etc. Chaque jour, après-midi à 15 h, je récolte. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde vient. On pèse et on paye, c'est le rituel tous les jours de 15 à 17 heures. J'accepte uniquement la cueillette du jour, ce qui a été cueilli le matin même ou en début d'après-midi. Et tous les jours, on étale les plantes dans les séchoirs et les entrepôts. L'intégrateur nous paie 110 forints le kilo de feuilles de noyer séchées. Il faut savoir que pour un kilo de matière sèche, il faut 5 kilos de feuilles fraîches. Donc moi je peux donner au cueilleur un cinquième du prix pour un kilo de feuilles fraîches, c'est-à-dire 20 forints. Les 10 forints restants servent au séchage et aux frais de fonctionnement. Moi je suis indépendant, je ne cherche pas à faire du bénéfice. Je veux juste donner un coup de pouce aux villageois pour qu'ils puissent entre autres consommer chez moi. Falumban élő embereknek van pénzük, hogy vásároljanak a boltba. Sándor lui-même n'est qu'un intermédiaire. Après le séchage, les plantes sont acheminées vers une structure industrielle où la matière première sera conditionnée en paquets ou en sachets. Qu'espérez-vous d'Eugenia? D'Eugenia, nous espérons ceci, l'acquisition de nouvelles méthodes, de nouveaux instruments et structures qui permettront plus tard d'aboutir à certains projets précis, projets qui nous prépareront à l'adhésion future à l'Union européenne. Nous avons un besoin urgent d'apprendre de nouveaux modes de réflexion afin de nous préparer à cela. Pécs, ville historique fondée en 1009, mêle culture chrétienne et musulmane et est le chef-lieu du département. C'est là que durant une dernière journée marathon, émaillée d'interventions d'éminents spécialistes hongrois, les rapporteurs des ateliers ont présenté le résultat et la synthèse de leur débat. Il ne peut pas y avoir de réflexion intéressante et de réflexions qui porteront quelque chose sur le terrain si les 4 partenaires ne participent pas forcément d'une même voix, mais en tout cas si toutes les opinions ne sont pas mises sur la table et ne sont pas discutées en connaissance de cause. Et finalement, le fait que chacun soit à un stade différent de développement n'est pas une embûche. Il n'y a absolument aucune importance à être à des stades différents. Au contraire, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de ce type d'atelier. Et quand on parle de stades différents, ce n'est pas être plus avancé ou moins avancé, c'est simplement avoir des réflexions qui sont menées à des degrés différents. Quelles sont les grandes lignes qui se sont dégagées de ce débat de 2 jours?
Nous sommes très contents globalement de tout ce qui s'est dégagé parce que nous allons pouvoir mener, et c'est ça le but de ces ateliers, des actions de terrain en commun, des actions qui seront transférables en continuant ces ateliers. Évidemment, nous ne nous rencontrons plus avant plusieurs mois, mais les actions vont pouvoir être élaborées par téléphone, par mail ou par rencontre en binôme. C'est vraiment l'intérêt maintenant, c'est de porter cette action, cette réflexion sur le terrain. Le fait justement que la réflexion soit suivie d'une action donne une dimension beaucoup plus tangible aussi au projet. C'est l'essence même du projet. Nous essayons en fait dans ces ateliers de définir un cadre, de définir des actions. Ensuite, il s'agit de les concrétiser. C'est là toute la difficulté, mais c'est aussi tout l'enjeu. Réfléchir sans agir, personne ici n'a cette intention. Il ne faut pas oublier que nous sommes des acteurs de terrain. La notion de fête comme élément fédérateur d'un territoire a aussi été évoquée lors des ateliers. Et comme en théorie, rien ne vaut la pratique, c'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les partenaires se sont quittés sur la route du vin. Enserré dans une boucle du Doubs, Besançon s'étale au pied de la colline où fut bâtie la citadelle Vauban au XVIIe siècle. Tour à tour, place forte militaire, ville de garnison, centre politique et capitale religieuse, Besançon a conservé l'élégance d'une cité empreinte de son histoire. C'est dans cette ville au charme multiple que les coordinateurs du projet Eugénia se sont retrouvés en octobre 2001. Objectif, préparer la rencontre interrégionale en Pyrénées-Atlantiques, mais aussi évaluer le travail accompli, analyser les outils et produire une série d'informations pertinentes liées à la réalisation de l'observatoire. Pour aider les membres impliqués dans le projet, 2 experts indépendants cernent sans cesse les forces et les faiblesses de cette entreprise humaine. Réalisé à l'initiative de plusieurs animateurs locaux. Une des particularités est la recherche d'une manière de communiquer entre les différentes régions qui forment le projet, donc les Roumains, les Hongrois, les Wallons et les Français. Et la difficulté, c'est de réussir à apprendre quelque chose aux autres. Outre la description de ce que chacun fait, il y a l'apprentissage, la richesse que chacun peut tirer des expériences des autres. D'où l'importance aussi qu'à un moment donné, les acteurs, animateurs locaux, etc. puissent s'approprier cette méthodologie et la faire leur. C'est essentiel et c'est ça toute la difficulté. C'est un véritable, je dirais, travail en profondeur. C'est construire sa propre méthode de travail, quelque chose qui est adapté, quelque chose qu'on a intégré, dont on maîtrise l'ensemble des composantes. Est-ce que les acteurs de ce projet ont bien mûri à ce niveau-là? Je crois qu'on peut dire qu'ils ont bien mûri. Je crois qu'on peut dire qu'ils ont réussi non seulement à expliquer aux autres quels sont les résultats qu'ils obtiennent chacun sur leur terrain, mais aussi comment ils les obtiennent. Quelles sont les priorités que le projet doit se donner maintenant à 8 mois de la fin? Maintenant, le travail essentiel s'est passé entre partenaires et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à pouvoir capitaliser l'expérience, l'expliquer aux autres, donc diffuser l'expérience, que ça ne reste pas simplement l'affaire de quelques-uns, que ça ait un effet plus large, que c'est un projet pilote. Donc on doit être capable de montrer aux autres que ce qu'on a fait, ce qu'on a développé comme méthode, eh bien, est pertinent et peut être utilisé ou est utilisable par d'autres. Besançon n'a pas été choisi uniquement pour la douceur de son climat ou la qualité de sa gastronomie par les participants d'Eugénia. La capitale de la Franche-Comté est réputée pour son important tissu universitaire. Dans la ville natale de Victor Hugo, chaque jour, plus de 6000 étudiants font fructifier leur matière grise. Au sein de l'université, le centre pluridisciplinaire MTI, Méthodologie et Technologie de l'Information, présente un intérêt tout particulier pour Eugénia. Jean-Jacques Girardot, fondateur et directeur de ce département, suit d'un œil alerte et malicieux l'évolution du projet. Les partenaires sont amenés à choisir des outils, à les mettre en œuvre sur le terrain en fonction de leurs problématiques. Donc ils nous sollicitent en fonction de notre expérience pour qu'on leur apporte du conseil. Alors vous qui êtes présent depuis la naissance du projet, quel regard jetez-vous sur Eugénia? Bon, on essaye d'apporter l'appui maximal.
Nous, on a une habitude maintenant de l'application des outils qui fait qu'on n'est pas trop étonné de voir les difficultés que rencontrent les personnes. Il faut travailler la mobilisation des acteurs locaux, le retour de l'information vers les acteurs locaux, enfin mettre en œuvre toutes les techniques de communication qui sont utiles pour que les acteurs locaux soient vraiment les détenteurs des informations et puissent, à partir de cela, monter des actions efficaces. L'objectif de cet outil-là est de sortir quels sont les besoins du territoire en termes d'action, en termes de services. Dans le cas de Hongrie, on a des données au niveau contextuel, mais on n'a pas encore de données justement au niveau des besoins des populations, et c'est ça qu'on voudrait mettre en place dans les mois qui viennent. Pour les animateurs locaux des différents territoires, le séjour est consacré dans le département du MTI à la formation et notamment à la collecte et au traitement de données. Cette formation s'appliquera par exemple très concrètement aux enquêtes de terrain. On est en train, disons, de lancer une action sur le territoire d'Ormansac avec l'appui de l'OFT pour organiser au niveau des 52 villages, communes, une collecte des données autant au niveau contextuel qu'au niveau du diagnostic, de manière à exactement savoir quels sont les besoins et quelles vont être les possibilités de nouvelles filières, d'actions qu'il faut mettre en place, de services sur le terrain qu'il faudra créer. C'est donc à la fois aussi un outil d'amélioration, mais qui peut aussi participer à la notoriété des territoires. L'objectif est avant tout du développement territorial, dans toutes ses dimensions. Autant au niveau décisionnel que de mieux le connaître par des statistiques bien sûr, mais aussi de mieux le connaître par la création et la mobilisation de réseaux de partenaires qui vont travailler ensemble dans un même but, le développement du territoire. Gérald Duhaillon, animateur local du parc naturel des Plaines de l'Escaut, s'initie quant à lui, avec ses collègues roumains, hongrois et français, à Active Maps, un programme de cartographie. Ça va nous permettre d'utiliser, de mettre en ligne toute une série d'informations qu'on utilise déjà au niveau interne, qui sont travaillées avec le système d'information géographique, et de les mettre à disposition via notre site internet, à disposition des communes, des habitants du parc. On va tout d'abord mettre en ligne des informations, je veux dire, grand public, par exemple les itinéraires de randonnée qui sont maintenant balisés sur le terrain, donc chacun pourra aller voir sur notre site quels sont les itinéraires disponibles, également les producteurs, la localisation des producteurs et artisans, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est produit chez ces producteurs et artisans. Terre d'histoire et de légende, terre de coteaux et de plaines riches, terre sauvage et préservée entre mer et montagne, terre à la langue rocailleuse et aux mets généreux, le Béarn séduit ses visiteurs. Les Pyrénées-Atlantiques comptent plus de 600 000 habitants et ces secteurs d'activité se déploient principalement autour de l'agriculture. C'est le premier département français producteur de fromage de brebis et autour des pôles d'excellence industrielle, chimie, industrie mécanique et agroalimentaire. Pau, ville royale, avec sa forteresse médiévale rénovée par Gaston Phébus et son parlement de Navarre, a adhéré au projet Eugénia. Aujourd'hui, nous sommes vraiment lancés dans l'opération. On se sent dans Eugénia, dans le programme qu'on s'était fixé. C'est vrai qu'il y a eu une période d'adaptation un peu longue, mais on s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que d'un pays à l'autre, bien souvent, le même mot n'a pas les mêmes significations. Et qu'on a besoin de travailler déjà, de se connaître, de connaître aussi les préoccupations de chacun, pour savoir également à quel niveau nous sommes, chacun des partenaires, et à partir de là, comment est-ce que nous pouvons mener des actions efficaces. Est-ce que vous parvenez à passer au-delà de l'écueil des grands frères de l'Ouest qui apportent leur aide aux petits frères de l'Est? Est-ce qu'eux aussi ont des choses à vous apprendre ou vous ont appris des choses? Alors, non, ce qu'il y a de réel avec eux, c'est que ce que eux nous disent, nous on aurait presque tendance à l'oublier alors qu'on doit revenir à nos bases. Donc il faut avoir tout le temps ce réflexe de revenir à la base, de travailler avec le terrain. Ce que je vous disais en préambule. On travaille avec le terrain. C'est le terrain qui se développe. Ce n'est pas nous qui développons le terrain, c'est le terrain qui se développe. Et cela, ils nous le rappellent régulièrement. Et pour nous, c'est une bonne leçon, je dirais, d'humilité aussi en même temps, où effectivement, on avance, mais on avance ensemble, chacun à son rythme et chacun avec ses ambitions.
C'est le CITEM, Carrefour Informatique, Technologie, e-Business et Management, qui a accueilli le groupe de travail interrégional au Palais Beaumont à Pau. Le CITEM, financé en partie grâce au projet Eugenia, colle parfaitement aux préoccupations et aux thèmes développés par le partenaire français, à savoir le développement des PME et PMI. En témoigne la pépinière créée en banlieue paloise. Nous sommes ici à Pau Cité Multimédia, qui est une zone technopolitaine qui se développe sur 10 hectares, qui a une vocation d'accueil d'entreprises du secteur des nouvelles technologies. Donc une zone d'activité concertée en termes techniques, c'est-à-dire qu'elle est uniquement dédiée à l'accueil d'entreprises des nouvelles technologies. C'est sa fonction principale. Et c'est pour ça que vous avez au sein de ce bâtiment, au-delà des bureaux qui sont classiques, un espace pépinière incubation, qui a pour objectif, sur un loyer qui est modéré par rapport au prix des loyers classiques, qui a pour objectif d'aider les entreprises en création pendant les 24 premiers mois de leur création à se développer. Alors ça coïncide aussi parfaitement avec le thème que vous développez ici dans le cadre d'Eugenia à Pau. On travaille un peu de toute façon, communauté d'agglomération de Pau, toujours autour des mêmes thématiques, qui sont mettre en relation les gens qui ont intérêt à travailler ensemble. Pau, par le biais d'un de ses anciens et éminents universitaires, a développé un concept qui, s'il paraît évident, n'en demeure pas moins original. Le goût comme élément du patrimoine culturel et vecteur d'identité. Le goût est un élément du patrimoine qui est très mal défendu. Et si on n'y prend pas garde, cet élément-là qui fait la richesse de notre territoire est en train de se disperser, de se diluer, d'être racheté par d'autres qui le valorisent à nos dépens. Et donc il y a toute une action à mener pour défendre le goût, défendre tous les produits de qualité. Et finalement, c'est, quand on y réfléchit, une excellente image, non seulement pour notre terroir, mais aussi pour la ville de Pau. Dont l'image est associée au jurançon, dont l'image est associée au foie gras, tous ces produits merveilleux que nous avons ici derrière. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, ici, nous avons de la garbure béarnaise mise en pot pour destiner à être conservée et vendue. Bon, nous avons 3 ou 4 producteurs en Béarn qui faisaient leurs produits, mais qui ne réfléchissaient pas sur ce produit. L'école du goût a permis, sur ce produit-là, de les rassembler, de faire des dégustations entre eux, de les évaluer et de définir une sorte de qualité minimale et optimale pour la garbure béarnaise qui est vendue. Et à travers la garbure, c'est tout un peu l'image du Béarn qui est véhiculée. Donc l'école du goût, c'est ça. Ça sert d'abord aux producteurs à étalonner, en quelque sorte, une qualité de référence pour des produits donnés. Éviter la standardisation du goût tout en initiant les papilles aux valeurs du terroir, c'est le combat mené depuis plusieurs générations par un artisan boucher charcutier d'Arrudy, petit village pittoresque adossé aux Pyrénées. Je ne suis que la continuité d'une famille qui a ouvert ici la boucherie. C'est mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui ont ouvert la boucherie ici en 1900. Donc nous sommes centenaires depuis l'an dernier. Ensuite, c'est mes grands-parents qui ont continué, puis mes parents et nous-mêmes, ma femme et moi, qui continuons actuellement. Vous avez toujours mis un point d'honneur à proposer des produits de qualité? Absolument. Nous sommes toujours attachés à cette qualité parce que les clients qui viennent ici nous font confiance, donc il faut qu'on mérite cette confiance et pour cela, il faut qu'on leur trie la marchandise la plus belle que l'on peut trouver, quoi. C'est pour ça que vous allez systématiquement auprès des éleveurs? Voilà, alors j'achète tout directement dans les fermes ou sur les marchés. C'est-à-dire que je connais exactement la provenance de ce que je commercialise et surtout l'alimentation et le mode d'élevage dans lequel ces bêtes-là sont élevées. Bon, j'ai eu la chance d'être formé très jeune. Je suis parti très tôt sur les marchés avec mon grand-père pendant les vacances ou le jeudi, puisqu'à l'époque on n'avait pas la classe le jeudi. J'allais avec lui sur les marchés, dans les fermes, ça, et puis il m'a appris toutes ses connaissances, il me les a communiquées. Mon père, pareil. Mon père aussi était un très grand connaisseur, donc il m'a appris tout ce que lui-même avait appris. Donc j'ai quand même bénéficié de leur expérience, c'est déjà beaucoup, parce que moi, par moi-même, bon, je n'ai fait qu'entretenir, essayer de perfectionner ce que m'avait légué.
Fidèle à l'héritage familial et sans succomber aux sirènes de la rentabilité, la famille Esquer a modernisé les installations d'antan et s'est dotée d'une conserverie à l'hygiène irréprochable. De leur boîte de fer sortent des pâtés divins et des rillettes délectables qui unissent joyeusement dans les palais passés et présents. Le projet Eugénia, en dehors de son cadre officiel, débouche aussi sur d'autres rencontres interrégionales qui donnent naissance à de nouvelles approches. À quelques ressacs de la frontière espagnole, à Hendaye, le domaine d'Abadia est devenu en 1975, via le Parlement français, un conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 58 000 hectares, 420 sites, 780 km de rivages sont harmonieusement partagés entre une faune riche et une flore dense. Ici, plus de 40 espèces d'oiseaux nicheurs sont recensées et l'espace constitue aussi une halte importante pour de nombreux oiseaux migrateurs. Pour que la nature jouisse de ses pleins droits, une attention de chaque instant est nécessaire. Mais comment procéder lorsque le domaine est ouvert à tout vent? Frédéric, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confronté dans ce conservatoire du littoral? Une fréquentation qui a considérablement augmenté ces dernières années. Elle est passée de 20 000 visiteurs par an à 150 000 à peu près en moins de 20 ans. Donc un piétinement, l'érosion et du dérangement de la faune sauvage, enfin les espèces animales qui vivent là. Pour canaliser le flot de promeneurs, de petites clôtures balisent les sentiers. Et pour gérer ces va-et-vient, des éco-compteurs ont été installés aux endroits stratégiques de fréquentation. Concrètement, il y a deux types d'éco-compteurs. Un à cellules photosensibles et un à plaques qui seront sous le sol. Alors les plaques, quand les gens passent dessus, ça affiche donc le nombre de personnes qui y sont passées. Et les cellules, c'est comme dans les magasins, si vous voulez, quand vous passez devant et que ça sonne, c'est pareil, là ça compte une personne. Mais c'est totalement invisible de la personne qui passe. C'est camouflé exprès justement pour que les gens ne s'amusent pas à passer, repasser, à ce que les chiffres ne soient pas faussés, enfin les données ne soient pas faussées. Une telle fréquentation, ça peut réellement mettre en péril oui. un territoire protégé comme celui-ci? Oui, tout à fait. Oui. Il suffit que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. On ne veut pas les empêcher, on ne veut pas faire non plus des brebis qui passeraient toutes par le même endroit. Mais bon, il faut savoir que si on veut pouvoir en profiter, il faut savoir aussi se sacrifier, ne pas marcher à travers une prairie, même si c'est agréable, la laisser pour qu'elle reste, se régénère et qu'on puisse en profiter rien qu'avec les yeux. Voilà. Ces notions-là ne sont pas encore acquises et inculquées auprès du public? Non, parce que personne ne va vous dire oh, c'est bon, je passe une fois. Mais bon, le problème c'est que si tout le monde se dit ça, tout le monde passe une fois, à la fin, ça fait une autoroute. 1000 km plus au nord, les éco-compteurs deviennent une idée en or pour le parc naturel des plaines de l'Escaut. En Belgique, en bordure de la frontière française, au sud-est de Tournai, le parc naturel des plaines de l'Escaut est un domaine préservé de 26 000 hectares. Pays d'eau et de forêt, le parc naturel s'étend sur les communes d'Antoing, Bernissart, Belleuil, Brunehaut, Perouet et Rhume. Si le domaine du château de Belleuil, le Versailles wallon et ses jardins à la française sont précieusement gardés par les princes de ligne, d'autres espaces naturels et verdoyants sont ouverts aux promeneurs. La forêt de Stambruge, les zones humides des marais d'Archy ou encore simplement les sentiers de randonnée qui émaillent le parc. On se trouve ici tout en bas de la butte de Bonsecours sur le trajet d'un itinéraire de randonnée pédestre. Alors quelle est la particularité de ce tronçon de randonnée? Ce tronçon de randonnée, en fait, le circuit en lui-même a la particularité de partir de Bonsecours, plus particulièrement de la maison du parc, donc d'un endroit très fréquenté par les touristes, de s'établir en partie en forêt, puis de redescendre au milieu campagnard et de traverser une route fortement fréquentée. Donc ce qui signifie beaucoup de possibilités de parking. Donc les gens peuvent partir finalement un peu n'importe où, même s'il y a un point de départ. D'où l'idée de vous inspirer des éco-compteurs qu'on a vus à Hendaye. Oui, en effet, le problème est qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de système de comptage tout à fait fiable. Il y a par exemple la mesure de la quantité de déchets récoltés, mais
c'est vraiment un indicateur qui est beaucoup trop faible. Donc cette idée d'éco-compteur est pour nous tout à fait intéressante et tout à fait souveraine. Alors connaître le passage, le nombre de visiteurs qui passent par ici, en quoi est-ce que ça peut vous aider? Mais pour nous c'est déjà très intéressant parce que ça nous aide à gérer ce circuit. Le gérer de quelle façon? Si on s'aperçoit qu'une partie en forêt est détériorée ou bien qu'il y a trop de déchets par exemple, on peut en modifier le trajet, le cours, en empruntant une autre allée. C'est donc une véritable gestion qui pourra s'installer grâce à ce système. De plus, si on sait exactement, ou bien si on a une bonne idée du nombre de personnes qui fréquentent, ça nous aide à gérer la documentation, à générer le nombre de fiches qui doivent être imprimées. Alors ce système, vous pensez l'adapter un peu partout sur le territoire du parc? On a déjà commandé en fait une vingtaine de ces appareils, de ces éco-compteurs, qui seront maintenant ce qu'on va étudier, c'est l'endroit où les placer. Donc évidemment sur des itinéraires de randonnée un petit peu plus délicats, mais aussi à l'entrée de sites naturels qui sont fréquentés de façon naturelle par le public à l'heure actuelle. Comme la forêt de Bonsecours, la forêt de Stambruge? Comme la forêt de Bonsecours, la forêt de Stambruge, la mer de sable à Blaton sont des exemples aussi concrets. La coupure de Bléhary aussi sur l'entité de Brunéo par exemple. Mère Nature a légué un héritage fertile aux habitants et visiteurs du domaine. Pour en assurer la pérennité, les responsables du parc naturel des Plaines de l'Escaut, tout en affinant sans cesse leurs offres au public, travaillent sans relâche à la sauvegarde de cet espace exceptionnel. Protéger le milieu, c'est un des rayons d'action. Le parc harmonise aussi aspiration de la population, développement économique et social du territoire. Royaume des fraises parfumées, des bières ambrées, des charcuteries fines, des fromages affinés ou des apéritifs de plantes, bref des produits artisanaux de qualité, le parc naturel des Plaines de l'Escaut valorise ce réseau de savoir-faire. Après avoir bénéficié d'une signalétique commune grâce au programme européen Leader 2, les producteurs et artisans sont aujourd'hui repris au sein d'un espace saveur commun grâce à Eugénia. C'est intéressant parce que ça me permet de faire partie d'un réseau, ça me permet d'être identifié au sein d'un groupement officiel qui peut faire une publicité, qui peut permettre de donner une image positive de notre région. Ça me permet également d'entrer en contact avec d'autres producteurs ou artisans qui sont dans le même cas que moi et en tout cas dans la même région. Ça crée des liens? Ça crée des liens, c'est certain parce qu'on peut lors de réunions ou lors même de contacts, d'expositions, de foires, se rencontrer et parler de ses envies, de ses problèmes également. Ça peut aussi participer à un itinéraire gastronomique que le visiteur pourrait faire dans la région? Oui, en ce qui me concerne, malheureusement, on peut de moins en moins visiter parce que pour des raisons d'hygiène, c'est très difficile. Mais il est certain que nous sommes en plus ici sur le futur réseau Ravel. Ça pourrait, oui, déboucher sur la possibilité d'accueillir des gens et en tout cas de leur faire goûter les produits de notre région. Dans notre Hainaut, il y a des artisans, des producteurs qui sont capables de véhiculer, même à l'étranger, une image tout à fait positive de qualité et de savoir-faire. Autre parcelle de Wallonie impliquée dans Eugénia, la commune de Froidchapelle. Nichée dans la botte du Hainaut, à une quinzaine de kilomètres de Chimay, l'entité rurale s'étale sans tapage dans un cadre champêtre. Les voluptueuses collines y succèdent aux portions de forêt. Froidchapelle jouit aussi d'un formidable atout. Le lac de la Plate-Taille, partie intégrante des barrages de l'Odeur, donne un cachet dépaysant au territoire. Pas étonnant donc que dans les années 70, un phénomène particulier s'y soit développé, les parcs résidentiels. Froidchapelle a 3 parcs résidentiels, le Bosquet, le Chénia et le Cul de Cheval, qui représentent 15% de la population de Froidchapelle. C'était des parcs résidentiels destinés à venir se reposer, à venir prendre un bon bol d'air de la part de la population des villes. Au milieu des années 90, la population de ces parcs a changé. Aux retraités venus en villégiature se sont ajoutés des résidents permanents fragilisés par une situation économique précaire. C'était des personnes en priorité qui hébergeaient du chômage ou qui hébergeaient de l'aide sociale, même avant d'arriver à Froidchapelle.
Alors quel type de problème est-ce que ça a posé pour le CPAS? Tout d'abord une augmentation de dossiers sociaux à gérer et ensuite une augmentation du budget face à la demande de plusieurs familles. Aujourd'hui, sur les 3396 habitants répertoriés au 1er janvier 2002 à Froidchapelle, 502 personnes sont domiciliées dans les parcs résidentiels. Outre la hausse des dépenses sociales que cela engendre pour la commune et le CPAS, la cohabitation au sein de ces parcs n'est pas toujours facile. Ça fait presque 12 ans que nous sommes installés au parc du Cul du Cheval. Et on se plaît très bien, c'est agréable y vivre, on a de bons voisins. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui vivent ici en permanence? Oui. Ici dans le parc, il y a 434 emplacements et il y a une centaine de personnes qui y résident annuellement. Oui. Et qui résident pour quelles raisons? Pour des raisons économiques? Certainement. Enfin, on ne côtoie pas tout le monde tout le temps, mais on entend que c'est pour des raisons, parce qu'ils sont au chômage, qu'ils sont ici et que c'est moins coûteux que d'habiter dans une maison. Ça ne crée pas un fossé entre les résidents, ceux qui sont là pour le plaisir et puis ceux qui sont là par obligation? Non, pas spécialement. Il n'y a que... Enfin, certains, ça dépend vraiment qui ils sont. Hein. C'est comme dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Hein. Il y a ça, mais autrement, non. Ceux qu'on n'aime pas, on ne les côtoie pas. Cette problématique a évidemment interpellé les acteurs du terrain. La Fondation rurale de Wallonie, engagée dans un processus de développement rural, a saisi le projet Eugénia au Bon. Dans une perspective d'amélioration sociale, elle a élaboré un questionnaire pointu destiné à mieux cerner, au départ du moins, les parcs résidentiels. On s'est rendu tout de suite compte qu'en fait, il ne fallait pas se limiter simplement à cette problématique, mais qu'il fallait consulter l'ensemble des habitants de l'entité, aussi bien des parcs que des différents villages. Alors, par rapport à ça, on a fait plutôt un questionnaire basé sur la situation des ménages de l'ensemble de l'entité de Froidchapelle, avec des rubriques au niveau études, profession, l'emploi, le problème de la santé, de transport en commun, et aussi essayer de voir un peu le niveau qualitatif des gens par rapport à certains thèmes du cadre de vie tels que l'environnement, la qualité du paysage, et puis voilà. Et ce questionnaire a été élaboré en groupe de travail avec différents partenaires, donc des personnes de la commune, des personnes du CPAS, la Fondation rurale de Wallonie bien sûr, et même un privé, puisque une personne privée nous a aidés concernant plus particulièrement les parcs résidentiels. La gestion de ces questionnaires et leur analyse s'inscrit parfaitement dans la formation suivie par les partenaires Eugénia à Besançon. À Froidchapelle, un premier jet permet de dégager de grands thèmes comme le logement avec les problèmes de disponibilité ou de salubrité. Mais ce questionnaire aura aussi un caractère préventif, puisqu'un nouveau grand projet de zone résidentielle touristique est en voie d'aménagement. Actuellement, nous sommes sur le site de la future station touristique. Donc en arrière-plan, vous avez ce qu'on appelle le lac principal de l'ensemble du complexe des lacs de l'Odeur, le lac de la Plate-Terre. Combien de maisons seront construites ici? Si ma mémoire est bonne, normalement de l'ordre de 200 maisons. Alors le questionnaire que vous avez élaboré pourra être appliqué aussi à ce site qui devient un nouveau centre résidentiel? Oui, effectivement. Ce qu'on constate en fait comme diagnostic, c'est que au niveau de la commune de Froidchapelle, il y a 3 grands pôles d'intérêt que sont les villages, les parcs résidentiels et la future station touristique. En fait, ce que nous essayons de mettre au point, c'est une méthode d'analyse et de diagnostic du territoire permanent. Et effectivement, même par rapport aux villages et aux parcs résidentiels, ce questionnaire va évoluer. Et dans l'avenir, il pourrait être élaboré un nouveau questionnaire. Et à ce moment-là, la population de la future station touristique elle-même sera interrogée sur les différentes matières. En Roumanie, les monts Apuseni sont au centre du projet Eugénia. Le territoire, réparti en 6 départements, s'était dans le passé principalement développé autour de l'activité minière et métallurgique. Si l'élevage et l'agriculture restent présents dans cette zone montagneuse, les mines ont connu un déclin inexorable, un marasme accompagné d'une corde de difficultés économiques et sociales. La population, fragilisée par un taux de chômage très élevé,
cherche aujourd'hui un second souffle dans un pays technologiquement à la traîne. Mais ici comme ailleurs, le courage et les idées ne manquent pas pour relever la tête. Nous sommes dans la province d'Alba. Dans ce petit hameau d'une 50aine d'âmes vit la famille Fella. Féliciane est électricien de formation. À 18 ans, son vœu était de travailler dans l'industrie minière, mais l'entreprise a fermé ses portes. Féliciane est actuellement le soutien d'une famille de 8 personnes. Dans sa maison cohabitent 4 générations. Ses beaux-parents, les parents de son beau-père, sa belle-sœur, sa femme et son fils Yonout, 2 ans et demi. À côté des 2 vaches et des poules qui assurent le quotidien, Féliciane s'est lancée dans le travail du bois. Il caresse aussi le projet de s'ouvrir à l'agrotourisme. L'homme a des ressources dans ses mains et dans sa tête. Eugénia l'aidera à les canaliser. Le projet Eugénia leur peut offrir une perspective de développement. La filière telle que nous le concevons, pas sur la base d'une association, d'une coopérative, qui peut leur assurer le ramassage des produits du lait particulièrement, la publicité pour le tourisme, et même de le ravitailler, faire leur approvisionnement en facteur de production sera la structure la meilleure pour les aider. Dans une association, ils peuvent bénéficier de valeurs ajoutées et puis ils sont en contact direct avec le marché. Le marché leur dit quoi produire, de quelle façon, combien et de quelle qualité. L'avenir est dans la diversification. La diversification pour les régions comme ici, et l'exemple de Fella me semble très important puisque là, il y a une famille nombreuse. On a de la main-d'œuvre. On ne trouve pas de places de travail. Ils ont la volonté de faire, ce qui manque dans un grand nombre de petites exploitations là où la population est plus vieille. Et ils sont dynamiques et ayant une moindre aide financière et une bonne orientation et également une formation professionnelle, ils peuvent aboutir, se développer, de vivre honnêtement là. Fonder la reconversion sur les ressources locales existantes, humaines ou naturelles, voilà une des lignes directrices du projet développé en Roumanie. Les monts Apuseni offrent des paysages d'une stupéfiante beauté qui d'ici peu attireront des touristes en rupture avec les destinations conventionnelles en quête d'un retour aux sources. Et tout cela se prépare maintenant par le biais d'enquêtes menées auprès de la population. Ne-am interesat de calitatea locuinței. Donc on s'est intéressé de la qualité de l'habitat. Dacă există camere care pot fi oferite turiștilor pentru cazare. S'il existe des chambres qui peuvent être offertes aux touristes pour être hébergés là-bas. Dacă există toate condițiile pe care le cere un turist exigent. S'il y a toutes les conditions qu'un touriste exigeant demande ou exige. De exemplu, baie cu WC, televizor, radio. Par exemple, une salle de bain avec des toilettes, une télévision, une radio. Et est-ce que les conclusions ont permis de constater que ces infrastructures existent ou bien qu'elles vont être améliorées et mises en place? În această etapă datele sunt în curs de prelucrare, dar din ancheta preliminară s-a putut constata că există condiții. Donc on a pu constater de l'enquête préliminaire que les conditions existent déjà. Dar este necesar încă un efort foarte mare. Mais il faut faire encore un effort très grand. Mise à jour par ces enquêtes de terrain, l'irrépressible volonté de se développer et le besoin de s'ouvrir à de nouveaux marchés ne doivent pas servir de prétexte à vendre son âme au diable et à tomber dans un modèle universel aseptisé. Des siècles durant, l'art populaire a occupé les générations, identifié les régions, raconté la vie et les mythes. Cet atout aussi doit être sauvegardé. În primul rând, sunt niște documente legate de viața societății românești într-un anumit moment. Une partie de notre identité et
Il y a peu de pays, c'est vrai, des régions qui ont gardé cette spécificité et qui l'ont relancée d'une manière ou d'une autre. Et c'est important de savoir en fait ce qu'on a et ce qu'on est. Il fut une époque pas si lointaine durant laquelle un décret interdisait l'artisanat de tradition. Pourtant, depuis 26 ans, Mircea Lac, professeur d'art populaire, accueille plusieurs fois par semaine dans un petit local des apprentis artisans désireux de prolonger les gestes d'antan. Sous une apparente simplicité se cachent des techniques qui exigent à la fois dextérité, spontanéité et talent. Îmi plac foarte mult amândouă, dar cel mai mult arta tradițională românească. J'aime également l'art moderne, mais ce qui me plaît le plus, c'est cet art populaire, parce que là, on peut très bien voir la tradition de notre peuple, et c'est ce qui m'intéresse le plus. En Roumanie, plus qu'ailleurs, le projet jouit d'une véritable notoriété, d'une lucarne ouverte vers la population. Articles de presse, reportages télé témoignent de l'importance que revêt Eugenia pour le partenaire roumain. Este foarte important. Am căutat să mediatizăm la maxim proiectul. Il est très important. On a essayé de médiatiser au maximum le projet. Pentru ca toată lumea, atât publicul țintă căruia ne adresăm, atât artizanii efectiv care reprezintă scopul muncii noastre în final, cât și instituțiile abilitate. Pour que tout le monde, les artisans, le public cible et les institutions qui sont impliquées, să poată crea acea rețea la nivel local și de ce nu național, de care avem nevoie pentru a putea colabora. Puisse créer cet réseau local ou pourquoi pas national dont on a besoin. Pour pouvoir collaborer. Pour pouvoir collaborer. C'est en Roumanie qu'a eu lieu l'ultime rencontre entre partenaires. Wallons, Français et Hongrois ont regagné leur bercail. Tous entrent aujourd'hui dans la dernière ligne droite du projet après 3 années de travail. Est-ce que le mariage entre les partenaires est consommé avec aussi toutes les faiblesses et les forces que ça comporte? Avec toutes les forces et toutes les faiblesses. Je pense que c'est un mariage non pas à 2 mais à 4, donc ça comporte quelques difficultés. Mais c'est l'école de la vie et je pense qu'on apprend, en tout cas les 4 partenaires ont appris beaucoup de choses en travaillant pendant 3 ans ensemble. Il va d'Eugenia comme de toute expérience de vie où heurts et bonheur vont de pair, où harmonie et confrontation pimentent les retrouvailles. Hongrois et Roumains ont cependant prouvé qu'ils pouvaient travailler ensemble, Wallons et Français ont apprivoisé leur langue. Mais c'est aussi de toutes ces diversités que naît la richesse de l'avenir. Et si d'aventure les partenaires n'entretiennent pas les liens tissés pendant 3 ans, leur expérience s'inscrira dans une histoire commune au sein d'une Europe plus unie, plus solidaire et plus fraternelle.